tous. Ces derniers mois, la pandémie de la COVID-19 et les crises qu'elle a engendrées ont montré la place particulière qu'occupent les migrants et les personnes issues des migrations dans la société. Aux premières lignes pour assurer les métiers essentiels au fonctionnement de la vie quotidienne, ils ont été souvent les plus touchés. En effet, les migrants, immigrants, réfugiés sans papier, migrants économiques, étrangers, les nouveaux arrivants, les mineurs isolés, les exilés et les étudiants étrangers sont considérés comme ceux qui ont été impactés fortement par cette crise sanitaire. La COVID a aggravé les inégalités déjà existantes. Leur accès aux droits essentiels n'ont pas été toujours garantis, situation dans les foyers, étudiants étrangers, migrants dans la rue, etc. Pourtant, dans cette situation exceptionnelle, les migrants ont été souvent à l'origine des élans de solidarité et se sont engagés très fortement auprès des populations vulnérables, tant ici, dans leur lieu de vie, que dans leur pays d'origine. Ils ont également parfois joué un rôle d'alerte et d'interpellation des autorités, tout comme proposer et diffuser des analyses de la diversité et de la complexité des situations dans les pays d'origine. Merci Aboubacar Lalo. En effet, cette GIM 2020, cette journée internationale des migrants, est placée sur le thème migration et résilience. Et il faut avouer que les diasporas font régulièrement preuve de résilience et de dynamisme. Ce dynamisme n'est pas étranger aux diasporas. Dans les situations d'urgence en temps de crise sanitaire, elles ont par le passé réagi au pied levé. On peut penser à la crise Ebola, notamment en Guinée, pour faire face aux défis rencontrés dans leur pays d'origine. Les capacités d'organisation, de mobilisation de la diaspora mises au service de réalisation de projets de solidarité, d'infrastructures ou d'investissement sont autant de ressources qui sont déployées lorsqu'une crise surgit et que la survie des populations est en jeu à court terme. Alors, je le disais, le thème, c'est migration, résilience, mais c'est aussi de là-bas à ici, quelle solution de solidarité. Et bien de là-bas, ici, les actions de solidarité des diasporas ne connaissent pas tout entière. Si la séquence de la pandémie actuelle nous démontre à quel point les territoires et pays sont interconnectés, la crise sanitaire nous rappelle également que les personnes migrantes sont des ponts de solidarité et que leur double appartenance est une richesse pour nos sociétés ici et là-bas. Cette séance d'ouverture plénière de la Journée internationale des migrants est organisée par le Forum, le Forum des associations de solidarité issues des migrations. Cette journée vise aussi à croiser les témoignages directs entre les associations issues des migrations actives lors des crises sanitaires qui se sont développées dans leur pays d'origine, ainsi que pendant la pandémie de Covid-19, avec aussi des analyses de représentants d'institutions en prise avec ces questions. Les questions qui seront abordées dans ce débat, c'est comment la crise sanitaire a-t-elle été vécue par les diasporas résidentes en France? Quel en a été l'impact sur les droits des personnes migrantes? Dans quelle mesure cette crise a renforcé les inégalités, notamment sur les questions de genre et d'égalité hommes-femmes? Comment les diasporas ont-elles su se mobiliser dans l'urgence? Et puis quel lien y a-t-il entre les mobilisations humanitaires là-bas et celles-ci? Pour en parler, Aboubacar Lalo, nous recevons donc le président du Forum, Makendi Tout-Puissant, qui est là, qui est avec nous, qui nous dira effectivement l'état des lieux des diasporas et leur résilience face à la crise. D'autres intervenants aussi de qualité, Hélène Garnim Ganga, qui est là, la directrice au département transition politique et citoyenne de l'AFD, l'Agence française de développement, Abdoulaye Ba, président de la coordination des associations guinéennes de France. Nous avons aussi Jean-Charles Aoumadegbe, qui est le président du Conseil des Béninois de France, donc un acteur de terrain qui nous dira effectivement tout ce qu'il en sait, qui nous fera donc un témoignage sur ces acteurs de terrain. Merci à Aboubacar Lalo. Alors avant de commencer la discussion, d'une petite surprise, un petit message de bienvenue d'Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno est ministre déléguée en France, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez-la.
à jeter une lumière crue sur les Monsieur le Président du Forum, Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, bonjour. Si je regrette de ne pouvoir être avec vous physiquement, je suis heureuse néanmoins d'ouvrir virtuellement cette Journée internationale des migrants organisée par le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Je suis d'autant plus heureuse que je connais l'engagement du Forum pour les associations qui œuvrent en faveur des migrants dans notre pays. La crise sanitaire qui s'est abattue sur nous sans prévenir a jeté une lumière crue sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Elle les a même exacerbées. Les femmes ont été en première ligne au sein du foyer comme à l'extérieur. Elles ont été et demeurent extrêmement exposées. Mais la crise sanitaire a également révélé la précarité et la grande vulnérabilité des personnes dont on parle trop peu, des personnes trop invisibilisées dans notre société. Je veux parler des personnes migrantes. Il y a toujours une part de tragédie dans l'exil. On ne quitte pas sa terre, ses racines, sa famille par gaieté de cœur, car l'exil est souvent sans retour. Et il y a toujours en toile de fond un enjeu de survie. Survie au long du parcours, survie à l'arrivée. Les personnes migrantes et encore plus particulièrement les femmes migrantes se retrouvent dès lors souvent reléguées au bas de l'échelle de la précarité et en dehors des radars de notre société. Face à cette situation, nous n'avons pas le droit de détourner le regard ni de faire preuve de cécité. Les personnes migrantes ont été particulièrement impactées par la crise et ce pour de multiples raisons. Tout d'abord, parce que leur quotidien est souvent entouré d'un halo épais d'isolement, qu'il s'agisse des mineurs isolés, des personnes migrantes à la rue ou des travailleurs précaires. Isolement amplifié par le fait que les personnes migrantes sont souvent peu dotées, voire coupées des outils numériques qui leur permettraient de communiquer et d'alerter sur leur situation et leur état de santé. Enfin, les personnes migrantes ont été et restent aussi en première ligne face à la crise. Elles occupent bien souvent des emplois essentiels au fonctionnement de notre vie quotidienne. À rebours de certaines idées reçues tenaces, les personnes migrantes sont donc des actrices et des acteurs importants de notre société. Durant la crise, bien entendu, mais au-delà de la crise. À cette réalité conjuguant bien souvent isolement et précarité, se rajoute aussi une augmentation des violences sexistes et sexuelles dont les femmes migrantes, généralement seules et parfois avec enfants, sont les victimes. Face à ce dénuement, le gouvernement a agi. Pour lutter contre la propagation de la pandémie, la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés a traduit en 5 langues l'ensemble des consignes sanitaires et les a diffusées sur la plateforme réfugiés.info destinée aux réfugiés et à leurs aidants. Pour rompre l'isolement, nous avons également lancé une stratégie de lutte contre la fracture numérique afin de mieux équiper les réfugiés en matériel et en connexion. Nous avons partagé les lignes téléphoniques de soutien psychologique spécifiquement dédiées aux personnes migrantes via réfugiés.info et nous avons également soutenu des associations telles que Singa qui visent à tisser des liens de solidarité entre les Français et les réfugiés présents sur notre sol. Enfin, je tiens à rappeler résolument que toutes les femmes et les filles migrantes victimes de violences sexistes et sexuelles peuvent utiliser les dispositifs d'alerte et de secours que nous avons mis en place et que nous avons renforcés à la faveur du confinement. Pour conclure, permettez-moi de rappeler quelques chiffres. À travers le plan d'investissement dans les compétences, ce seront plus de 60 000 réfugiés qui bénéficieront d'un parcours d'intégration professionnelle jusqu'en 2022. C'est notre objectif et nous sommes déterminés à le tenir. Par ailleurs, le programme HOPE pour hébergement, orientation et parcours vers l'emploi permet d'accompagner plus de 1500 personnes migrantes à chaque année. L'insertion par l'emploi est la clé vers l'émancipation. C'est la clé pour sortir de la précarité. Mesdames et messieurs, je voudrais vous féliciter chaleureusement pour votre engagement. Je sais que le Forum a mis en place dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons un fonds d'urgence Covid pour encourager les initiatives locales de solidarité. Et je vous félicite également pour la cartographie des initiatives portées par les diasporas que vous avez mises en place et qui témoignent de la mobilisation et du foisonnement d'idées qui peut jaillir pour venir en aide à celles et ceux qui sont les plus vulnérables. La solidarité est plus que jamais nécessaire par les temps troublés que nous traversons. Je vous félicite à nouveau pour les actions que vous menez et je vous souhaite une bonne journée de travail.
Oui, Madame Elisabeth Moreno, qui est ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Avec nous aussi le président du Forum, un autre président, un grand président donc, du Forum, Mackendy Tout-Puissant. Au-delà du mot de bienvenue, quel état des lieux peut-on faire actuellement donc, des actions de la diaspora et quelle résilience donc, ces associations-là qui composent le Forum ont eu à faire face à la crise? Bonjour Stéphanie, bonjour Aboubacar, nos deux modérateurs pour cette plénière de la matinée. Remercier l'ensemble des panélistes présents qui vont intervenir dans le réseau du Forum et remercier toutes les personnes qui se sont connectées parce que je vois qu'il y a déjà un certain nombre de commentaires. Et enfin, dans les remerciements pour ce matin sur le panel, c'est le message de la ministre Moreno, un message très fort, qu'on l'excuse de son absence, mais elle a tenu à enregistrer cette vidéo pour nous encourager, nous souhaiter la bienvenue et en portant aussi des éléments des actions effectuées par son ministère. Aboubacar, si tu le permets, je voudrais, avant de répondre à ta question, puisque c'est une grande première hein, pour le Forum, parce que pour pouvoir organiser toute cette activité, aujourd'hui, la JIM, Journée internationale des migrants, ce n'est pas la première édition pour le Forum, c'est la 4e fois qu'on le fait sous cette forme-là, mais il y a quand même toute une organisation au niveau du Forum qui permet d'arriver à cette journée. On a une commission qui s'appelle la commission Journée internationale des migrants, on a avec un référent qui est Mike Atta, que je voudrais remercier pour la prise en main de cette commission et aboutir à cette journée, ainsi que tous les membres, le réseau du Forum qui a participé à cette commission. Bien évidemment, cette initiative sur le réseau digital est aussi, comment dire, un remerciement particulièrement à Pierre Angela, je dirais la cheville ouvrière du Forum, chargée de mission sur la communication et l'événementiel. Et elle nous a encouragés, fait des propositions pour qu'on arrive sur cette forme digitale. Et je dirais, dans la langue natale, si je ne me trompe pas, à Pierre Angela, je lui adresse ce petit mot, grazie molto. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde pour cet événement phare sur le calendrier annuel du Forum et des diasporas en France. Cette année, elle se tient dans un contexte particulier que nous connaissons. Nous sommes à distance et nous sommes près de 120. On me signale près de 120 personnes connectées hein, pour ce début. Je pense que c'est un début encourageant. Donc, nous sommes dans la capacité de nous voir, de partager des moments en famille, mais nous sommes bien présents. Nous avons choisi de maintenir cette journée et de l'organiser à distance, comme je disais tout à l'heure, car justement, il faut qu'on garde ce lien qui nous a tant manqué cette année. La Journée internationale des migrants célèbre, à la suite de la Convention internationale des migrants, des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dont nous fêtons cette année le 30e anniversaire. Mais cette journée rappelle également la place que les migrations ont dans nos sociétés, des migrants du nord, du sud ou du sud vers le nord, parce qu'on aura souvent tendance à dire qu'on voit souvent le mouvement migratoire, c'est le sud qui migre vers le nord, mais nous sommes à dire également que cette migration, en tout cas la mobilité humaine, elle se fait beaucoup plus à l'intérieur des continents et notamment ce qui se passe en Asie également, il y a des mouvements, ce qui se passe sur le continent africain, on dit et on répète assez souvent que les migrations se font entre les pays du continent africain et on le sait également, on y reviendra j'y reviendrai un peu plus tard ou dans les conclusions de la journée, on a aussi cette migration, cette mobilité qui se retrouve sur le continent Amérique latine, les Caraïbes. Et il y a une grande mobilité également. Et d'ailleurs, certains pays, notamment l'Équateur, je le cite dès maintenant, a pris des dispositions avec un ministère de la mobilité humaine, et ce qui est très intéressant pour la suite.
Donc, on nous rappelle aussi que les droits des personnes sur cette journée internationale des migrants ne sont pas garantis. Voilà, c'est pour ça que nous tenons à le célébrer et pour rappeler également que la France, le pays des droits de l'homme, la France n'a pas ratifié la Convention sur le droit des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Donc l'année dernière, dans le cadre de la GIM 2019, le Forum a écrit un courrier au président de la République pour lui demander, suite à ses nombreux discours, notamment sur l'ouverture et sur la place de la migration, on lui a dit, Monsieur le Président, la France n'a pas ratifié la Convention et nous, on aimerait bien que la France le fasse. Donc, on n'a pas eu de retour encore, mais on va insister parce que c'est un plaidoyer que nous devons mener, peut-être à travers également la ministre Moreno, puisqu'avec le message qu'elle nous a adressé, peut-être ça peut être un relais auprès du gouvernement et auprès du président de la République pour souhaiter qu'avant la fin de son mandat, qu'il puisse faire en sorte que la France ratifie cette convention pour la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, la situation pour les diasporas. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que elles ont bien été présentes sur l'année qui s'est écoulée face à cette crise sanitaire. Donc, on sait que tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Les personnels soignants, les caissiers, les éboueurs, les manutentionnaires, les personnes issues des migrations ont formé un gros contingent de travailleuses et de travailleurs dits essentiels, sans lesquels la France serait totalement arrêtée. Leur rendre hommage, c'est rendre hommage à la diversité de notre société et en finir avec l'invisibilisation des migrants qui font tourner la machine de toute une propagande anti-migrants qu'on retrouve de plus en plus dans les discours et notamment des discours des hommes et des femmes politiques. Face à ces conséquences de la crise, les migrants n'ont pas été tous égaux. Il y a eu des pertes d'emploi, des difficultés au télétravail, la fermeture des écoles, l'isolement des étudiants étrangers. Les migrants se sont parfois trouvés isolés dans cette période car plus vulnérables. Au Forum, nous avons, et nous le verrons tout au long de la journée, nous avons très tôt vu l'impact de cette crise sur les migrants et leur organisation. Une population vieillissante, vulnérable, la maladie, parfois avec des personnes âgées aussi isolées parmi les migrants. Des OSIM ont ce qu'on appelle dans notre jargon les organisations de solidarité issues des migrations, donc ont pris à bras le corps tout ce travail et de repères, d'activités, de relais, de planifier des actions. Donc le milieu associatif des migrants a été très actif et nous l'avons ressenti au sein du Forum. Nous savons également que sur cette situation de solidarité, par rapport à ce contexte, l'engagement sur le double espace, parce que nous sommes dans notre, j'irais au niveau du Forum, les actions ici, les actions là-bas. Sur les actions là-bas également, ce sont des difficultés pour ces organisations à accompagner un peu plus fortement les personnes qu'elles suivent, les projets qu'elles suivent dans leur pays d'origine. Et donc, nous voyons pour ici que les associations de migrants se sont organisées. On viendra tout à l'heure avec les témoignages de nos panélistes, avec des distributions de colis alimentaires, la fabrication de masques, de gel hydroalcoolique, l'accompagnement des personnes isolées et bien évidemment toute une campagne sur la prévention des risques liés à la Covid-19. Enfin, pour ne pas être très long, donc, ce sont des moments par rapport à cette résilience que nous avons souvent tendance à mettre sur un côté négatif. Mais cette forme de résilience, nous le revendiquons d'une certaine manière, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on ne parle de la résilience que dans un contexte négatif. Mais en tant que personnes migrantes, nous préférons ne pas être résiliés, d'être dans la résilience. Nous aurions préféré ne pas être dans l'obligation de distribuer des colis alimentaires, d'accompagner les étudiants étrangers dans leur démarche administrative sous peine d'expulsion, d'interpeller les collectivités locales,
sur les décisions des foyers, mais nous l'avons fait et nous devons le faire parce que ce sont des actions de solidarité importantes, ce qui nous rend fiers de nos actions face à cette situation. Cette flexibilité, cette capacité d'adaptation s'est révélée et nous pouvons en être fiers de toute façon. Enfin, il est important, je dirais, de rendre visibles les actions de solidarité tout en permettant de valoriser l'apport des migrations. L'humain est aussi un voyageur, il se déplace, il s'adapte dans un environnement pour s'épanouir et mettre à l'abri ses proches. Je vous remercie. Merci à vous, Mackendy Tout-Puissant, président du Forum. Je rappelle aux participants, hein, s'ils veulent, ils peuvent vous poser des questions aux différents intervenants dans l'espace dédié. Tout de suite, on va accueillir et donner la parole à Madame Hélène Ngarmi-Nganga, directrice du département Transition politique et citoyenne à l'AFD, c'est l'Agence française de développement. Hélène Ngarmi-Nganga, comment l'AFD vit-elle cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez pris rapidement conscience des conséquences, notamment économiques, qu'elle allait engranger? Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup pour cette question et permettez-moi juste de prendre une demi-minute pour remercier le Forum pour cette invitation et pour les féliciter et vous féliciter également pour l'organisation de cette journée en ligne, parce que je sais que tout le monde est en train de s'y mettre, mais je sais également que c'est une énorme organisation, donc bravo. Et je vois dans le fil du chat qu'il y a des gens d'un peu partout et c'est formidable qu'on puisse nous suivre de tous les continents et qu'on puisse avoir cette discussion. Donc merci. Pour répondre à votre question, est-ce que l'AFD a pris conscience? Oui, je pense que comme tout le monde, hein, on a très vite réalisé l'impact, l'énorme impact que cette crise sanitaire allait avoir, et l'AFD a très vite réagi avec une initiative appelée Santé en commun de plus d'1 milliard d'euros pour tout de suite agir sur les questions purement sanitaire. Donc, c'était vraiment une enveloppe dédiée aux questions de santé. Et puis, évidemment, dans un deuxième temps, sur les questions économiques de façon beaucoup plus macro et chose que d'ailleurs nous continuons parce que nous savons tous autour de la table que les conséquences économiques de cette crise sanitaire ne font que commencer et malheureusement, et je crois que ça a été dit par Monsieur Mackendy Tout-Puissant et également par Madame la Ministre, malheureusement, cette résilience, et je sais que vous ne voulez pas entendre parler de résilience, mais malheureusement, il va falloir qu'on la développe pendant un certain temps parce que les conséquences de la crise ne font que commencer à pointer leur nez. De façon plus particulière cependant sur la question d'immigration, qui est évidemment le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je pense que notre présence aujourd'hui à tous autour de la table, et on aura tout à l'heure des gens qui travaillent vraiment, comme le Forum, mais des associations qui travaillent vraiment au jour le jour avec les migrants et qui nous en diront plus, mais l'idée c'est quand même et je crois que ça a été dit également, de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion, ou moi je dirais plutôt les opinions, parce que effectivement il y a beaucoup de migrants sur tous les continents et pas seulement en Europe, donc les sensibiliser à la contribution des migrants et à la contribution des migrants évidemment d'un point de vue social, on en a parlé tout à l'heure, hein, les aides culturelles, ça on le sait depuis très longtemps, mais je crois que la prise de conscience a été sur les contributions économiques qui ont toujours existé, ceci étant, mais qui là apparaissaient vraiment au grand jour. Tout le monde étant confiné, on s'est rendu compte que, ah mais oui, mais ceux qui sont dehors, en fait, c'est qui? Et là, les choses sont apparues au grand jour. Juste quelques chiffres. Si on prend par exemple les États-Unis, qui sont quand même le pays qui accueille le plus de migrants, plus de 50% des travailleurs agricoles sont des migrants, sont nés ailleurs.
qui est quand même un des points de définition d'un migrant. Si on prend au Royaume-Uni, plus de 30% des médecins sont nés ailleurs. Et en France, c'est plus de 20% des médecins qui sont nés ailleurs. Alors, bon, je prends juste les médecins, mais voilà, il y a pléthore d'exemples, de chiffres qu'on pourrait mettre en avant pour montrer à quel point l'apport des migrants, l'apport économique des migrants a été important pendant cette période. Et évidemment, l'a été avant et continuera à l'être, hein, nous sommes d'accord. Alors, sur cette question, justement, et juste un clin d'œil au Forim, nous avons signé une tribune cet été hein, dans un des quotidiens les plus lus en France, dans le quotidien le plus lu en France, justement en soulignant, l'AFD a voulu vraiment s'associer à ceux qui parlent le mieux de ces questions, soulignant effectivement l'importance des migrants et le fait que leur rapport était extrêmement important. Voilà. Alors, plus particulièrement sur ce que nous faisons sur ces questions de migration. Alors, nous travaillons ici, mais nous travaillons également là-bas. Et nous travaillons sur deux grands piliers. Le premier, c'est d'essayer d'avoir des projets ou des programmes qui ont pour objet de réduire les vulnérabilités liées aux migrations contraintes, migrations forcées et évidemment également la question des réfugiés. Et la deuxième, c'est valoriser l'apport des migrations au développement, dont les diasporas évidemment sont un pilier et sont un acteur majeur. Et là, c'est tous les projets que nous menons avec les diasporas, principalement avec les diasporas africaines, à destination de l'Afrique. Alors, très concrètement, 4 grands domaines d'intervention, hein, les politiques publiques, et donc ça, on parle vraiment de régionalisation, hein, les flux migratoires à l'intérieur des continents, les mobilités régionales, les déplacés forcés et les diasporas, principalement en Afrique, mais pas que. Je dis principalement parce qu'un peu plus de 50% de nos activités sont en Afrique, mais ça veut dire quand même qu'il y a un peu moins de 50% ailleurs. Et le ailleurs, en fait, c'est au Moyen-Orient. Comme vous pouvez l'imaginer, on connaît tous les crises au Moyen-Orient et il y a des pays qui ont des populations migratoires, le Liban pour ne parler que de lui, où il y a certaines villes où 30-40% de la population sont des migrants. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une problématique. Et en Amérique latine, plus récemment, avec les crises migratoires qui sont dues à tout ce qui s'est passé au Venezuela, à la Colombie, etc. Donc voilà. Mais effectivement, le gros de notre activité se passe avec l'Afrique. Alors, et lorsque je dis l'Afrique, nous travaillons avec globalement toutes les parties de l'Afrique, à l'exception peut-être de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, où nous ne sommes pas très présents, mais clairement, tout en bas, au niveau de l'océan Indien, donc au niveau des Comores, évidemment Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Sahel, Afrique du Nord. Très rapidement, mais je ne voudrais pas faire un catalogue à l'après-vert de tous les projets que nous avons. Nous en avons des dizaines, donc ça serait un petit peu long et fastidieux et inintéressant. Mais juste de dire, peut-être donner quelques points sur, par exemple, en Afrique du Nord, nous travaillons principalement sur les politiques migratoires. En Guinée, il y a un collègue qui vient de la Guinée qui est autour de la table, M. Abdoulaye Ba. En Guinée, c'est plus sur la mobilisation de l'expertise, la diaspora. Donc, on travaille vraiment avec la diaspora ici en France. Et on a un fonds d'appui régional au projet à destination des entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent investir en Guinée. Au Cameroun, République de Côte d'Ivoire, Guinée, Maroc, Mali, Tunisie, Sénégal, on travaille beaucoup sur les mobilités régionales. En ce qui concerne la zone Sahel et Afrique centrale,
On a des actions qui sont vraiment ciblées sur les réfugiés et les déplacés forcés, hein, avec tout ce qui est les problèmes en République centrafricaine qui migrent vers le Cameroun et également au niveau de l'Afrique du Nord, pardon, du Cameroun, du Nord Nigeria, pardon, du Nord Nigeria qui descendent vers le Nord Cameroun, oui. Voilà les problèmes liés à Boko Haram, etc. et les populations qui fuient. Donc là, c'est pareil. Madame la ministre soulignait tout à l'heure l'importance et le fait que parmi les populations migrantes et parmi les réfugiés, il y en a qui sont encore plus en détresse que les autres et ce sont les femmes, effectivement. Et on s'aperçoit que la proportion des femmes migrantes augmente de plus en plus, hein. On est quasiment maintenant à 50%, un petit peu moins, et c'est vrai qu'elles ont des problèmes qui leur sont particuliers, et donc dans nos activités, notamment par exemple pour les réfugiés, nous essayons de cibler particulièrement les femmes parce qu'elles ont des problématiques notamment sanitaires, etc., qui sont différentes que celles de celles des hommes, même si malheureusement tout le monde évidemment est dans une souffrance sans nom dans ce genre de situation. Voilà, je pourrais continuer. Nous avons évidemment des projets emblématiques, hein, comme Diasdev, Meet Africa, Choose Africa, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Choose Africa, c'est la filiale Proparco de l'AFD qui travaille, qui a mis en tout, je crois, plus de 3 milliards sur la table et qui en fait met sur pied un espèce de package global où tout est mis, tous les outils sont mis à la disposition et en fonction de votre besoin, on essaie de trouver l'outil adéquat pour vous aider à investir localement. Et Meet Africa, c'est une structuration, c'est toute l'idée de la structuration de la filière d'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises afin de pouvoir investir. Alors, on a des centaines de projets, évidemment, qui sont mis en œuvre, de très beaux exemples, de très beaux résultats. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole et comme je disais, je ne vais pas non plus… je voulais éviter de faire un catalogue à l'après-vert, j'en ai quand même fait un petit peu, mais je vais m'arrêter là et laisser la parole et peut-être aux questions tout à l'heure s'il y en a. Merci beaucoup. Merci à vous, Hélène Garminganga. Effectivement, il y a des questions, donc on va faire un premier tour de table et puis ensuite on reviendra avec les questions. Avant de donner la parole au prochain intervenant, Abdoulaïba, on accueille Isabelle Monbonne qui vient de nous rejoindre. Elle est secrétaire générale de la coordination d'acteurs et d'associations africaines de Nancy. Elle nous dira dans quelques instants les actions concrètes que la CAN a fait à Nancy. Oui, merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Oui, je pense que… Oui, donc je reviens. Donc, merci Stéphanie et merci aussi à Hélène. Nous avons donc des questions. N'hésitez pas, intervenez, posez toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions sont bienvenues. Et juste pour saluer aussi nos amis d'Afrique qui nous suivent nombreux, d'Abidjan, en RDC, au Cap-Vert et à Madagascar et dans beaucoup d'autres endroits aussi donc en Afrique. Bienvenue à vous et merci d'être là connectés avec nous à cette journée internationale des migrants. Voilà, donc une question pour Mackendy, juste pour faire un retour en arrière. Voilà une question qui nous arrive, qui vous demande quel apport, on sait que l'apport des migrants a été indéniable pendant cette pandémie en France notamment. Tous les acteurs et intervenants aujourd'hui, de la ministre au Forum, en passant par l'AFD, ils souscrivent amplement. Mais comment faire en sorte que cette réalité soit aussi visible par la partie de la France qui ne voit pas ces migrants ou qui les voit seulement comme des profiteurs de l'État-providence français?
Voilà, donc une question un peu provocatrice, hein, Makendi. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a aussi des termes, les termes que nous employons nous-mêmes ou que nous reprenons parce que c'est des termes génériques. Alors, je disais il y a quelques jours, j'aimerais bien qu'on ne parle plus, par exemple, de sans-papiers. Parce que je dis, de toute façon, en tant qu'individu, on est dans une situation administrative dans un pays quelconque, mais on n'est pas sans papier. Donc, quand on dit sans papier, c'est sans identité. Et on a une identité, on a juste dans notre mobilité, dans notre parcours, je dirais, de trajectoire de migrants, on cherche à aller sur une terre plus propice, dans un environnement plus propice pour soi-même, pour sa famille. On parlait de migration économique, des migrations liées aux situations de conflit, de migrations liées aux conditions de climat. Maintenant, on va certainement parler de migration liée aux situations de crise sanitaire, parce que là, du coup, ça touche un peu tout le monde. Et on voit bien, peut-être, par rapport à cette situation, on voit dans les pays du Sud, en tout cas, que l'impact de la Covid-19 est moins importante, parce que ce serait comment dire, une pandémie qui est liée aussi par rapport au climat. Nous sommes dans les pays du Nord, donc un climat plus frais, on le ressent en ce moment. Ben, peut-être que ces personnes dans les pays du Nord, peut-être dans quelques temps, à cause d'une situation de crise sanitaire telle qu'on le connaît, iront vers, je dirais, des territoires un peu plus vers le Sud. Donc voilà, ça veut dire qu'arrivé un moment, le monde va pouvoir bouger, les mobilités vont pouvoir se mélanger et appeler des gens des sans-papiers. Je pense que même nous, hein, nous devons faire attention à ça, appeler des gens des sans-papiers. Je pense qu'il va falloir qu'on change notre langage et qu'on soit sur d'autres termes. Rendre visible plus ce qu'on a fait, je pense que ça traverse cette initiative aussi de la Journée internationale des migrants. Au niveau du Forum, on a mis en avant un certain nombre d'acteurs dans notre réseau, mais on sait que c'est beaucoup plus important, qui ont apporté, et je crois que nos panélistes vont donner des témoignages en ce sens, qui ont apporté les soutiens. De toute façon, comme on dit, on est là, nous sommes visibles, mais à nous de nous rendre encore plus visibles, parce que je dis, on parle de cette France essentielle. Hein. Moi, c'est pour ça que je dis de la France essentielle, c'est cette France-là, comme je disais dans mon intervention en introduction, c'est cette France-là qui a subi les premiers coups. On les a applaudis. On a applaudi les infirmières, on a applaudi les personnes qui étaient là pour comment dire, entretenir nos trottoirs, pour nous débarrasser de nos ordures ménagères, etc. On les voyait, hein, ces personnes-là, elles n'ont pas arrêté. Mais sauf qu'à un moment, on dit, bon voilà, la crise était là, on les a vus, mais après, ils disparaissent je dirais, du paysage. Mais c'est à nous de regarder, de voir comment nous allons pouvoir porter un peu plus haut, des messages un peu plus forts, pour dire que cette migration, elle est positive. C'est une migration qui apporte de la richesse dans les pays d'origine. Nous ne coûtons pas, nous rapportons de l'argent, nous rapportons de la richesse. Donc, ce sont je dirais, des termes qui ont été déjà employés, mais je pense qu'il faut pas hésiter à les reprendre et à les rendre encore plus audibles auprès de la population française. Merci Makendi de ces précisions. Donc, s'il y a d'autres questions, de toute façon, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour vous poser aussi d'amples questions. Et je convie aussi tous les participants de poser toutes les questions qu'ils veulent. Nous sommes là pour ça. Et donc, nous tâcherons avec tous les intervenants qui sont là, voilà, donc à ce qu'ils répondent de manière exhaustive donc à toutes les questions que vous vous posez et que vous posez sur la diaspora, sur les crises, sur les résiliences, etc., etc. Nous avons avec nous le président de la coordination des associations guinéennes de France, Abdoulaye Ba, qui est là avec nous. On sait que votre pays, la Guinée, avait connu une crise sanitaire il y a 6 ans, 7 ans, en 2013, entre 2013 et 2016, qui était donc l'épidémie d'Ebola. Avec la Covid actuellement, quel
regard, quelques regards croisés, portez-vous à la lutte qui est en train d'être menée aussi autant par vos associations que dans le pays, par exemple en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous dire encore plus sur ce qui se passe et quels sont aussi vos témoignages sur cette lutte-là de la Covid, et en même temps en faisant référence aussi à ce qui s'était passé avant, il y a 6-7 ans, avec l'épidémie d'Ebola. Abdoulaye Ba. Oui, bonjour tout le monde. Avant tout, je tiens à remercier le Forim et l'ensemble des membres de l'équipe technique du Forim qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette journée. Merci à tous les participants ici présents de nous faire l'honneur d'être parmi nous pour partager cette journée. Et une journée qui marque aussi un engagement fort dans nos actions, puisque c'est une journée qui marque notre volonté à ce que tous les États ratifient, comme le disait le président Mackenzie, ratifient cette journée qui est une journée pour les travailleurs migrants et ses familles. Oui, en effet, la coordination des associations guinéennes de France est une coordination qui est membre du Forim depuis sa création et qui œuvre sur le terrain, justement à travers cette initiative de la Journée internationale des migrants. Nous tenions à être présents et à partager notre expérience, un témoignage que je tiens à partager par des témoignages écrits que vous voyez sur l'écran, juste pour un peu remettre les choses dans l'ordre. La pandémie qui sévit aujourd'hui et qui touche le monde entier est une pandémie exceptionnelle et qui a touché auparavant notre pays, la Guinée, et d'autres pays aussi voisins à travers Ebola, la maladie Ebola. Et donc, depuis cette période, la Guinée et les diasporas guinéennes de France ont milité, ont participé à lutter contre cette épidémie. Sur notre participation, pour aller dans le concret, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événements et d'actions, nous, on se mobilise, on crée tout de suite un collectif. Le premier pour Ebola, qui était Riposte Ebola, et ensuite Covid-19. La lutte contre Ebola en Guinée, et à toutes ces actions-là, on a toujours mobilisé des partenaires comme pour Ebola Aide et Action, et pour la Covid-19, d'autres partenaires que sont l'ambassade qui nous accompagne systématiquement. Sur la partie Riposte Ebola Guinée, comment s'est traduite notre initiative? On a créé une initiative collective de lutte contre Ebola, COLUS. L'objectif était avant tout de contribuer à éradiquer la maladie dans les zones à risque en Guinée. De ce fait, on s'est organisé, on a constitué un collectif à travers un annuaire de contact qu'on a structuré. On a mis en place une délégation qui est partie en Guinée et qui a sillonné l'ensemble des régions qui ont été touchées, et où on a fait une sensibilisation, des dons à travers des fonds qu'on a collectés pendant toute la durée de la pandémie. Le bilan global de cette action, on a essayé de faire une estimation. On a à peu près touché 1500 familles qui ont été sensibilisées en Guinée. Il y a eu 14 villes qui étaient ciblées au départ. On n'a pu toucher que 8 villes où on est allé directement sur le terrain, et indirectement les autres 14 villes. Et il y avait 9 personnes de la diaspora qui s'étaient constituées ici, et on allait sur site avec 2 coordinateurs de la mission. Et pour faire toute cette action, on a eu à mobiliser environ presque 40 000 euros à travers des dons d'associations, à travers des partenaires et mécènes, et des actions via le projet Projeg. Et puis, il y a l'ambassade aussi qui nous a accompagnés. Donc ça, c'était le premier volet de témoignage sur l'action Ebola en Guinée. Après
il y a eu maintenant la Covid, et dès qu'il y a eu ce mouvement, cette pandémie, la coordination n'a pas attendu que la maladie monte au pic. On s'est mobilisé tout de suite ici en France, puisqu'il y avait beaucoup de collectifs qui se créaient, beaucoup d'initiatives, de cagnottes. Donc, on a jugé utile de fédérer toutes ces initiatives à travers un collectif qu'on a appelé Stop Covid-19, Solidarité des Guinéens de France. Et donc, ce collectif réunissait l'ensemble des diasporas guinéennes de France, au-delà même des membres de la coordination des associations guinéennes de France. Et de ce fait, on a fait des actions, on s'est reparti, on a fait des groupes de travail et on a fait 2 volets d'intervention, un volet France et un volet Guinée, puisque il ne faut pas oublier qu'en France ici aussi, on avait de nos compatriotes qui étaient dans la précarité, qui avaient perdu leur travail, qui étaient des étudiants sans papier, qui n'avaient plus de petits boulots. Donc, tout ceci nous revenait en tant que société civile, donc on était tout le temps sollicités. Donc, on a essayé d'aller rencontrer l'ambassade ici, qui a été vraiment très mobilisé aussi, et à travers aussi les actions que le Forum met en place, qui nous a accompagnés. On a été aussi sollicité l'agence des micro-projets pour faire financer des projets en Guinée, dans le cadre de l'accompagnement de cette Covid. Et donc, plusieurs étapes ont été réalisées ici en France. Donc, il y a plusieurs étapes dont vous voyez ici à Languedoc-Roussillon, en Hauts-de-France, en Bretagne, en Rhône-Alpes, et même d'autres villes, même ponctuellement. Donc, on a eu à toucher 187 personnes. Par l'image, vous voyez l'action qui a été menée. On a eu à aider 170 personnes qui sont des étudiants, des sans-papiers, des femmes seules, à qui on a accompagné pour payer leur loyer ou pour donner des paniers repas. 59 personnes à peu près, et 111 pour la partie aide alimentaire. Et on a aussi assisté à des rapatriements et enterrements de corps ici dans le cadre de cette crise. Ça, c'était l'étape France. Et ensuite, à côté, vous avez une étape qui est l'étape Guinée. L'étape Guinée, c'est aussi la diaspora ici qui s'est mobilisée à travers des cagnottes, à travers une mobilisation financière où on a eu à faire des actions en Guinée à travers des partenaires. On s'est associé avec l'Association des médecins de Guinée, et avec qui on a travaillé, et on a été accompagné par des petites entreprises aussi ici, qui sont des entreprises de la diaspora. Et on a pu faire plusieurs actions en Guinée, dont la vulgarisation de certaines mesures de prévention, puisque là-bas, la sensibilisation était quelque chose de très important et que les gens ne comprenaient pas. Et donc, à travers des actions coup de poing ponctuelles, on a eu à faire ces actions-là. Et on a fait aussi des informations et sensibilisations sur la maladie. On a fait des distributions de kits sanitaires et des denrées alimentaires. Au global, on a à peu près touché plus de 1000 familles qui ont été sensibilisées au niveau local. On a accompagné 3 centres de santé dans leur prise en main vis-à-vis de la maladie avec cette pandémie. Et il y a un orphelinat aussi qu'on a accompagné, où on a distribué des kits et des produits de première nécessité. Et donc, voilà. Donc, tout ça, on l'a fait avec un partenaire au niveau local, qui est l'association Corona Ntondi, qui s'était mobilisée aussi en plateforme pour pouvoir faire face à cette pandémie. Donc, ça, c'est un témoignage que je tenais à faire, qui est un témoignage concret, pratique, pour montrer aussi tout ce qu'on fait sur le terrain, au-delà des grands discours, au-delà de ce que beaucoup de gens pourraient penser de la diaspora. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Je répondrai aux questions après plus dans le détail s'il y a besoin. Voilà, donc je tenais à faire ce témoignage et merci en tout cas à tous les membres de la coordination, à tous les membres des collectifs qui se sont mobilisés, puisqu'il y a eu plus d'une centaine d'associations qui se sont mobilisées à travers notre action de ce collectif riposte Covid-19. Merci beaucoup, Abdoulaye Ba, président de la CAGF. Et il y a des questions justement qui arrivent, il y en a plein, et on remercie beaucoup les participants de poser leurs questions. Il y en a qui vous sont directement adressées, je pense. Abdoulaye Ba, je vais vous les poser tout de suite. Et en tout cas, je vais poser la première. C'est Mike qui demande comment la crise Ebola a aidé la structure pour faire face au Covid-19
en Guinée. Vous l'avez un peu parlé, mais finalement, il y a eu un partage d'expérience, on peut dire ça? Oui, en effet, vous savez, quand il y a eu cette pandémie, la Guinée était dans un premier temps un peu épargnée par rapport à ce qui se passait dans le nord, enfin dans les pays du nord. Mais tout de suite, très vite, les gens ont compris que ça allait arriver. Et donc, nous, on n'a pas attendu, parce que nous, on a été les premiers à être touchés ici. Donc, on n'a pas attendu de voir le pic de personnes atteintes ou de décédés pour commencer à bouger. Et donc, il y a eu beaucoup d'initiatives à travers le monde entier. Donc, il fallait justement que nous, on puisse s'organiser pour essayer de fédérer, pour ne pas qu'il y ait une dispersion aussi dans l'aide, dans l'accompagnement, dans l'effort de la diaspora. Et donc, c'est à travers cela qu'on a su, comme on a fait pour Ebola, puisqu'on a capitalisé sur ce qu'on avait fait quand même pendant Ebola à l'époque. Et donc, on a structuré ce collectif Stop Covid-19, Solidarité des Guinéens de France. Donc, on a pris tout de suite les devants. On est allé voir ici l'ambassade qui était aussi dans cette même logique de faire quelque chose. Et on a contacté des partenaires au niveau local, puisqu'il y avait aussi des structures aussi qui s'étaient constituées au niveau local. On leur a expliqué que nous, on est peut-être loin, mais il serait peut-être plus pertinent de travailler ensemble, de collaborer pour être beaucoup plus efficace. Et donc, c'est à travers ça qu'on a eu à collaborer avec l'association Corona Tondi, qui s'est mise en place au moment de la pandémie, et l'association des médecins de Guinée aussi. Et donc, c'est à travers ça. Et donc, moi, je retiens une chose à travers cette action, c'est que ça nous a rendus plus forts. Ça nous a rendus plus forts parce qu'à travers cette action de solidarité, on a vu émerger des personnes dont on ignorait l'existence ici et qui sont des personnes vraiment dévouées pour leur pays et à la fois aussi pour la diaspora ici, puisque ce qu'on a fait ici, on a fait une tournée sur toute la France et c'est quelque chose aussi où on a dépensé aujourd'hui, on est plutôt dans l'ordre des 60 000 euros que nous avons dépensé où on avait au début un montant de 5 000 euros seulement dans nos caisses. Donc, c'est pour vous dire combien de fois les gens se sont dévoués et se sont mobilisés. C'est une preuve de la grande solidarité qui s'est spontanément développée. On va donner la parole tout de suite à Isabelle Monbonne. Isabelle Monbonne, bonjour. Est-ce qu'Isabelle Monbonne est là? Oui, Isabelle Monbonne, et elle va nous rejoindre. Elle est secrétaire générale de la coordination d'acteurs et d'associations africaines de Nancy. Je pense qu'Isabelle Monbonne va nous parler d'un exemple très précis d'initiative où vous avez apporté de l'aide, notamment, je pense, à des étudiants suite à un message d'alerte. Madame Monbonne, bonjour. Alors, votre micro est coupé d'ici. Vous aurez allumé votre micro. Voilà, je pense que c'est voilà. Oui, ça va très bien, c'est très bien. Bonjour, bienvenue. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous avez fait à la CAN pendant cette crise? À quelles difficultés avez-vous été confrontés? Comment vous avez réagi? Donc, comme vous l'avez souligné, nous avons mis en place donc une campagne de distribution de colis alimentaires, au téléphone, notamment en faveur des étudiants africains. On ne vous voit plus. Je ne sais pas si on est toujours reçu. Si, vous êtes toujours là. Alors voilà, on a un petit slide, c'est comme ça qu'on dit, qui est à l'écran. C'est ça. Voilà, qui était de votre association d'ailleurs. Exactement. Donc, l'alerte a été donnée. Donc, et dès lors que nous l'avons reçue, nous avons mis en place rapidement des mesures afin de pallier à cette situation-là. Parce que ce qui nous est revenu, c'était que de nombreux étudiants africains se retrouvaient dans une très grande précarité. Parce que, comme vous le savez, la plupart des étudiants africains ici occupent des emplois alimentaires dans la restauration. Et les restaurants étant fermés, beaucoup sont retrouvés vraiment dans de grandes difficultés pour joindre les deux bouts. Donc, nous avons entrepris une démarche de recherche de solutions. Nous avons pris attache avec le Crous dans un premier temps pour que l'aide alimentaire qu'eux ils donnaient aux étudiants résidents dans les cités puisse être élargie en fait à tous les étudiants étrangers en difficulté.
Nous avons ensuite pris attache avec la Banque populaire française et la Banque alimentaire populaire et puis les Restos du Cœur, afin d'avoir les renseignements et de pouvoir les transmettre aux étudiants. Parce que notre seule distribution de colis alimentaires ne pouvait pas pallier à l'énormité des étudiants qui étaient en difficulté. Et donc, par la suite, nous avons mis, donc, comme je vous l'ai dit, au sein de la CAN, cette distribution de colis alimentaires. C'est fait de façon spontanée. Vraiment, elle s'est faite de façon spontanée. C'était la première fois pour nous parce que nous n'avons pas l'habitude. Ça ne rentrait pas dans nos attributions, mais il fallait réagir. Et on ne voulait pas être de simples spectateurs. Il fallait que nous soyons acteurs vraiment de proximité. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons utilisé les fonds que nous avions dans nos caisses. Nous avons fait appel à des dons. Nous avons également un mécène qui nous avait remis de l'argent issu d'une vente de tableaux. Et il avait souhaité que cet argent-là puisse aller dans des projets concernant des étudiants. Donc, nous, on avait pensé dans un premier temps, quand on avait reçu cette enveloppe-là, de créer une bourse en faveur d'étudiants issus de l'immigration. Et quand ce cas-là s'est présenté, on n'a pas eu le choix. On s'est dit, voilà, on est en plein dedans. Aujourd'hui, les étudiants ont besoin de nous, plus que jamais, et elle doit servir à ça, cette enveloppe-là. Donc, nous avons pris ces fonds. Nous avons également pris attache avec notre partenaire traditionnel, la ville de Nancy. Et vu que pendant cette crise, toutes nos activités ont été interrompues, donc les subventions qui étaient allouées à ces différentes activités que nous devions mener, nous avons demandé à la ville de Nancy de faire un transfert sur cette opération de solidarité. Donc, ils ont tout de suite répondu présent et ils sont même venus aux différentes distributions que nous avons organisées pour donc, nous donner un coup de main. Pour ce qui concerne la communication, donc nous sommes passés par le biais de notre fichier et également des présidents d'associations. Donc, pour passer l'information à tous les étudiants de Nancy qui étaient en difficulté, de ne pas hésiter, de prendre attache avec la CAN, ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons distribué au cours de ces 6 semaines, donc ça a duré 6 semaines. Nous avons commencé le 25 avril jusqu'au 8 mai. Nous avions dans un premier temps décidé de faire que 4 semaines de distribution. Et quand il y a eu le prolongement donc, du confinement, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là. On était vraiment à bout de souffle, mais on s'est dit il faut poursuivre. Il faut poursuivre, on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser ces jeunes-là dans la précarité. C'est vraiment la notion de résilience. C'est vrai que le président Mackenzie disait tout à l'heure qu'il préfère l'avoir dans le bon sens et je pense que là, oui, elle prend tout son sens positif parce que si nous avons pu tenir pour cette campagne, comme je vous ai dit, on n'avait aucune expérience. On est parti de zéro. On a tout construit nous-mêmes. Donc, c'est vraiment cette notion de résilience qui nous a permis de tenir. Et on n'était pas un très grand nombre, mais parce que compte tenu du confinement, la plupart des gens et de l'inconnu de ce virus, la plupart des gens étaient calfeutrés. Donc, il fallait aller chercher les colis, les constituer, etc. En plus des colis alimentaires, donc succinctement, les colis alimentaires, on avait un panier moyen d'à peu près 15 € parce que nous avons quand même voulu faire, comment on peut dire ça, des colis assez conséquents pour vraiment permettre à ces jeunes-là quand même de se faire des repas corrects. Donc, il y avait notamment au moins 4 boîtes de sardines, succinctement, hein, on avait 4 paquets de pâtes alimentaires, 1 kilo de riz, 1 kilo de sucre, 1 kilo d'huile. On avait même des produits d'hygiène corporelle donnés par notre partenaire Nana Benz, qui nous a soutenus dans cette distribution. Donc, qui a mis plusieurs litres de shampoing, de gel douche. Il y a eu des mèches distribuées aux jeunes filles
parce que c'était très important quelque part de garder cette dignité, de leur permettre honnêtement de garder cette dignité. C'était vraiment compliqué de voir nos jeunes frères dans cette situation-là. Et tous les moyens étaient bons pour leur remonter le moral. On profitait de cette distribution-là pour les sensibiliser, pour leur dire qu'on a été confrontés aussi quelque part en tant qu'étudiants à certaines difficultés, qu'il ne fallait pas rester isolés, qu'il ne fallait pas raser les murs et que c'était une situation inédite pour tout le monde, qu'il n'y avait aucune honte à venir chercher un colis repas. Voilà. Et on profitait également donc, pour leur faire passer des messages où on leur disait on a aussi besoin de vous quelque part parce que cette solidarité-là, elle s'adresse à tout le monde. Donc, la ville de Nancy avait mis en place une plateforme de solidarité en faveur des personnes âgées. Et on leur a demandé, on leur a dit, allez-y vous inscrire, vous aussi, vous pouvez être utile dans ces moments-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est une solidarité nationale et nous devons, nous, acteurs de la diaspora, être présents, répondre présents. C'est notre place quelque part parce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays-là. On s'est intégrés, ils nous ont accueillis, quelle que soit la situation administrative de tout un chacun. Aujourd'hui, tout cela ne compte pas. Il n'y a que la solidarité qui compte. Et je pense que quelque part, ce Covid-là, entre guillemets, malgré tous les dégâts qu'il a pu faire, personnellement, je pense que quand même, il y a eu cette dimension de générosité, de solidarité, de résilience, qui a montré une diaspora forte et unie. Et voilà. Donc, on est même jusqu'à aller à trouver des emplois pour certains jeunes pendant l'été. Donc, notamment avec le secours donc, de la métropole du Grand Nancy, de la ville, voilà, pour que certains puissent pouvoir quand même avoir des petits jobs, voilà. Excusez-moi, pouvoir avoir de petits jobs quand même pour se refaire. Ça n'a pas été évident. Et jusqu'à présent, on continue à prendre des nouvelles des uns et des autres. On envisage de faire encore une distribution de colis alimentaires à la veille des fêtes de fin d'année, donc à la veille de la Noël et à la veille du Nouvel An, juste pour leur dire que nous sommes là, qu'ils ne sont pas seuls, parce que comme vous le savez aussi, avec les frontières fermées, beaucoup ne peuvent pas rentrer, c'est compliqué. Il y a toujours ces difficultés administratives quelque part derrière qu'on oublie souvent de signaler. Voilà, l'administration a pris du retard, donc cela se ressent aussi au niveau des distributions de titres de séjour. Beaucoup sont en difficulté, certains ont perdu leur emploi suite à ça, d'autres n'ont pas pu effectuer leur stage, d'autres, il y a eu l'annulation de leur promesse d'embauche. Donc, c'est assez compliqué. Et nous avons décidé de rester auprès d'eux tant que cela sera nécessaire. C'est aussi notre rôle. C'est aussi la force de la diaspora à l'étranger. Comme on le dit, on a eu à faire face à beaucoup de difficultés chacun chez soi. Et aujourd'hui, ici, tous à l'étranger, ben, l'unité. Et comme on le dit, l'union fait la force. Il y a un adage à Nancy qui dit le vrai bonheur consiste à faire des heureux. Il nous vient de Stanislas, le fondateur de la ville de Nancy. Et nous avons eu beaucoup de bonheur à faire des étudiants heureux. Merci beaucoup Isabelle Monbonne. Juste souligner, nous avons été récompensés également donc, par la métropole de Nancy qui nous a attribué donc, à la CAN la médaille d'honneur de la métropole du Grand Nancy. Donc, pour toutes les actions que nous avons eu à mener depuis 15 ans dans la ville de Nancy, mais particulièrement pour cette action spontanée de solidarité que nous avons menée face à cette crise du Covid-19. Nous en sommes fiers et je pense que toute la diaspora peut en être fière. Et vous pouvez être fiers, il y a beaucoup de messages de félicitations à la CAN qui arrivent sur le fil de discussion. Aboubacar Lalo, avant de donner peut-être la parole à monsieur Aoma Degbe, je suggère qu'on pose la question sur la précarité des travailleurs, puisque Madame Monbonne a beaucoup souligné la difficulté des étudiants qui avaient des travails dans la restauration.
Aboubacar, si tu me permets, je lis la question, je te laisse la lire. Oui, ben vas-y. On se fait le porte-parole aussi de tous ces étudiants justement qui sont en difficulté administrative, leur carte de séjour qui n'est pas délivrée à temps et qui perdent leurs emplois, leurs stages ou bien même leur tutorat. Voilà. Tu peux poser la question. Alors là, la question, elle nous vient d'Anitra. Elle dit, mais comment donner un vrai statut aux migrants qui constituent des cohortes de livreurs sans statut de salariés exploités par des startups ou des entreprises de livraison de restauration qui carburent à plein temps en ces temps où les restaurants sont fermés en France. On ne parle pas de ceux qui ont donné aussi leur vie. Voilà, comment donner un statut à ces travailleurs précaires? On a parlé beaucoup de précarité, mais en l'occurrence, voilà, la précarité s'accentue dans cette période de crise. Peut-être, je propose que si l'un des intervenants veut répondre, peut-être Madame Ngarnim, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, le statut des travailleurs précaires? Ou Mackenzie Tout-Puissant? Ou Abdoulaye Ba? Comme vous. Abdoulaye. Abdoulaye Ba. Abdoulaye, qu'est-ce que… Ok. Parce que c'est vrai que les associations de diaspora telles que à Nancy, telles que la CAGF, on en a d'autres que vous retrouverez dans la cartographie des initiatives qui est sur la plateforme digitale de la GIM. Vous allez retrouver toutes les initiatives et c'est vrai qu'elles ont été beaucoup sensibilisées par ces situations. Abdoulaye, je t'en prie. Oui, merci, Président Mackenzie. Moi, je pense que, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose sur la reconnaissance du statut des salariés de ces startups. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner pour qu'ils soient le plus autonomes et surtout qu'ils connaissent les règles et qu'au moment de signer un contrat, aussi, même si des fois, on est obligé quand même de signer le contrat sans forcément avoir le choix parce qu'il faut survivre. Et donc, nous, ce qu'on peut aussi proposer, c'est d'avoir cet élan de solidarité qui soit continu, qui ne s'arrête pas parce que la crise s'arrête. Parce qu'il ne faut pas oublier que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont accentués par la crise, mais c'est des problèmes qui existent depuis des années et que nous accompagnons depuis des années parce que les étudiants, surtout les étudiants dont les pays n'ont pas signé de convention pour avoir des petits boulots où il faut aller demander une autorisation de travail pour pouvoir être salarié, régularisé et donc payé dignement, ces gens-là sont très peu nombreux. Et donc, du coup, il y a des startups, il y a des employés, il y a des entrepreneurs, pas tout le monde, véreux, qui utilisent ces situations-là pour précariser encore plus. Hier, je regardais une émission à la télévision où on montrait des livreurs sans papier qui livraient et qui étaient payés à moitié prix par rapport au prix officiel qui était affiché sur le site internet de la startup. Et donc, ça veut dire que on utilise une précarité pour profiter sur le dos de personnes qui sont vulnérables. Donc, nous aussi, en tant qu'association ou organisation de la société civile, on peut dénoncer ce genre de pratique en intentant des actions en justice ou auprès des États. Donc, moi, je pense que la meilleure façon, c'est aussi sensibiliser, accompagner et aider à faire reconnaître le statut des étudiants et aussi entamer des actions sur le long terme sur la régularisation des petits boulots sans avoir à subir ces genres de pratiques. Voilà, ça c'est une solution que je propose. Il peut y en avoir d'autres, donc je laisserai mes autres collègues aussi en rajouter s'il en faut. Ok, merci Abdoulaye. Beaucoup aussi de mots de félicitations justement à l'endroit de votre collectif. Il y a une petite question juste en une minute, si vous pouvez nous dire. Il y a un participant qui dit une très belle initiative de créer un collectif à chaque fois qu'une crise se déclenche, une expérience qui mérite davantage d'être mise en valeur. Comment se passe votre contact avec les acteurs locaux? Là, par exemple, on a vu donc, avec Ebola, mais à l'heure actuelle, donc, avec la COVID-19, comment ça se passe là-bas avec les acteurs locaux, Abdoulaye Ba?
Voilà, donc nous, au départ, on voulait aller directement nous associer avec l'association, enfin en tout cas l'organisme de l'État qui s'occupe de la Covid. Et donc on a vu que c'était trop compliqué et que c'est surtout des organisations qui étaient très sollicitées, même par des bailleurs de fonds, pour faire des actions au niveau local. Donc ce qu'on a dit, c'était comment on pouvait s'organiser à partir d'ici pour accompagner des initiatives qui émergeaient à travers la société civile. Donc, il y a eu des associations comme l'association Coronantondi, qui est une association ad hoc qui s'est créée à l'apparition de la pandémie. Et il y a aussi l'association des médecins de Guinée. C'est une association à but non lucratif. Donc, on a dit, nous-mêmes, nous sommes des associations à but non lucratif. Pourquoi ne pas s'associer avec des partenaires similaires qui ont les mêmes objectifs, les mêmes envies et qui visent aussi les mêmes personnes que nous. Et donc, c'est à travers ça qu'on a aidé à les renforcer. Donc, on les a financés pour se renforcer, c'est-à-dire recruter aussi du personnel au niveau local, des jeunes étudiants aussi qui étaient dans la précarité, parce que là-bas aussi, n'oublions pas, la crise a tapé fort. Hein. Donc, ça contribuait aussi à la fois à créer de l'emploi, à accompagner, à renforcer ces organisations de société civile et aussi à créer des passerelles entre nous et eux là-bas pour pouvoir avoir un impact le plus visible et atteindre les personnes les plus à même et qui sont dans le besoin. Donc, je pense que nous, en tant que diaspora ici, la meilleure façon de toucher aux personnes qui sont dans le besoin au niveau de nos pays d'origine, c'est de pouvoir accompagner la structuration de cette société civile au niveau local. C'est la meilleure façon, je pense. Tout en gardant ce volet partenariat étatique avec les organisations qui sont mises en place par les États. Ok, merci Abdoulaye Ba, merci. On reviendra à vous s'il y a des questions. Et des questions, il y en a de plus en plus nombreuses, hein, de toute façon sur la plateforme. Donc, nous allons passer maintenant à quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Charles Aomadegbe. Donc, c'est une personne multicarte. Il a été ancien président du Forum, etc. Donc, il a plusieurs, justement, spécialités, comme on peut le dire. C'est un acteur de terrain, c'est un chercheur, un cancérologue, etc., etc. Et Jean-Charles Aomadegbe, donc, il est le président du Conseil des Béninois de France. Et là-dessus, il va nous d'abord porter des témoignages justement sur ces personnels de santé, ces personnels donc qualifiés, comme il est dit, de la diaspora. Et à tous ces acteurs de santé, il va nous faire un petit état des lieux, mais aussi il a quelques propositions à faire, Jean-Charles. Merci, monsieur Boubacar Lalo, et merci, madame Stéphanie Hartmann. Merci à tous les membres du Forum qui ont rendu cette gym digitale possible. Merci à l'équipe technique. Je me rappelle, il y a quelques jours, on avait dit, monsieur Aboubacar Lalo, dans le comité de préparation, on espère que quand on va appuyer sur le bouton le 18, que ça s'ouvrira. Ça s'est ouvert. Et on est vraiment très heureux de pouvoir faire cette journée. Le président a dit tout à l'heure, on a dit, on ne peut pas faire la gym en présentiel, il faut quand même qu'on la fasse autrement. Et je remercie tous ceux qui ont travaillé à pied d'œuvre pour que cela puisse avoir lieu. Je remercie le président qui a un message très fort en disant il faut que Macron signe. S'il faut passer par Moreno, on passera par Moreno, etc., etc. On va leur dire qu'il faut signer cette convention. Il faut signer cette convention des droits des migrants, même si François Hollande nous avait reçus déjà à l'Élysée il y a quelques années, à la veille d'un G20, on lui avait déjà posé la question et il nous avait dit oui, il faut qu'on voit ça dans le cadre du G20, que tout le monde puisse signer, autrement dit, les autres signent, je signe aussi, puisque personne ne signe, moi non plus, je ne vais pas signer. Merci, Monsieur le Président, d'avoir rappelé dans ton message fort, Monsieur le Président Macrini, d'avoir rappelé qu'il reste cette action qu'il faut que
et le gouvernement français fasse ça. Et on lui avait dit à Hollande à l'époque, mais Monsieur le Président, peut-être que si la France signe, les autres vont suivre. Pourquoi pas? Et il avait dit, on verra, on verra, on verra. On est toujours là. Merci, président Mackenzie, de dire que on va encore relancer Macron. Il faut remettre le pied à l'ouvrage. On va les relancer jusqu'à ce qu'ils signent. Je remercie tous ceux qui ont apporté des témoignages édifiants sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons fait. À ces témoignages, il faudrait ajouter, appuyer sur le nombre de migrants soignants qui se sont retrouvés en première ligne lors de la pandémie et qui ont connu des sorts variables, sans être exhaustifs. Et on en discutait la dernière fois au forum. Sans être exhaustif, on pourrait parler de Madame Lydia Vera Guinou, aide-soignante d'un EHPAD de la région de Grenoble qui s'est sacrifiée, qui a même eu la prime Covid et qui aurait dû curieusement finir dans l'avion, expulsé de France vers le Bénin s'il n'y avait pas eu une forte mobilisation à laquelle le Forum et le Conseil des Béninois de France ont participé. Son crime à cette personne, le préfet écrit dans la note qu'on a vue, la note lui signifiant le non-établissement de son titre de séjour, je cite, le préfet écrit « Elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France ». Heureusement que les ministres Véran et Schiappa s'en sont mêlés pour arrêter le ridicule. Vous vous sacrifiez au cours de la pandémie, vous prenez des risques sanitaires, bien sûr, inhérents à votre métier, et ensuite on vous dit « dehors ». Oui, il faut rappeler l'écho des migrants, des diasporas dans la lutte contre cette pandémie, non pas seulement dans le soutien aux migrants eux-mêmes, mais aussi à la population française. J'en voudrais encore comme symbole un ami médecin néphrologue de son état, qui est resté dans le coma pendant plusieurs semaines, victime à l'hôpital du Covid. Il aurait pu mourir de ce Covid. Et on aurait écrit quoi sur ta tombe? On aurait écrit quoi sur la tombe de mon ami? On aurait écrit quoi? Mort du Covid, pour avoir voulu sauver ceux qui refusent de délivrer des papiers. C'est ce qu'on aurait écrit. Je ne parle pas de notre ami, chirurgien ORL, qui m'a envoyé une photo de lui il y a plusieurs semaines en tenue de scaphandre, oui, en tenue de scaphandre avant d'aller dans la salle de réanimation parce que, bon, tout le monde s'y est mis, lui, chirurgien ORL, on lui a refait une formation et hop, il était le responsable de la partie réanimation de son hôpital. Dans l'est de la France. Et il me disait chaque jour, cet ami, Jean-Charles, c'est sûr, je vais y passer. Mais il n'a jamais baissé le pied. Chaque jour, il repartait. Je ne parle même pas de tous ces médecins des diasporas. On les appelle faisant fonction d'interne. Et ils sont payés au lance-pierre. Et sans eux, on sait que les hôpitaux français ne pourraient pas fonctionner. Et ce sont eux qui récupèrent souvent les gardes les plus pourris, dont les autochtones ne veulent pas. Combien ont été malades? Combien sont partis? Combien sont décédés? Il nous appartient, il appartient au Forum, Monsieur le Président, de mettre aussi en valeur les apports de ces diasporas-là, de faire connaître ce qu'elles font. Ceci pourrait, par exemple, passer par la mise en place d'une commissaire santé
qui pourrait être le précurseur d'une fédération des acteurs de la santé qui adhérerait ensuite, pourquoi pas, au forum à longue échéance. Je me rappelle au moment de l'épidémie Ebola, là je fais vraiment appel à mes souvenirs. Une délégation du forum à l'initiative des Guinéens, membres du forum, avec le président Tierno Camara, avec la présidente Kadi Sako, si mes souvenirs sont bons, on s'était rendu à l'Élysée, car une initiative pour soutenir les diasporas impliqués dans les solutions apportées à cette crise était en train de se mettre en place. Pour la nouvelle pandémie Covid, le forum a mis en place un groupe ad hoc pour soutenir les initiatives des diasporas. Des crises comme celle-là, des crises comme celle qu'on est en train de connaître, vont ressurgir. À ce jour, en effet, on ne sait pas vraiment quelle est l'origine de la pandémie. Recombinaison virale, mutation d'un virus animal qui peut alors infecter l'homme. Rien ne prouve pour l'heure que le virus a été fabriqué et est échappé à l'homme, malgré les fantasmes de beaucoup. En gros, il y a une part de hasard, d'incertitude dans l'avènement et la dangerosité d'un virus. Donc, une crise comme celle-ci peut revenir, comme des crises sanitaires virales ou non, plus ou moins fortes, interviennent tout le temps dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. La mise en place d'un groupe acteur de la santé pourrait, Monsieur le Président, nous permettre déjà de faire venir au sein du forum d'autres compétences qui se tiennent parfois loin de nous. Ensuite, cela pourrait nous permettre d'avoir une structure qui aiderait le forum à réagir plus vite en cas de crise, définir ce qu'on pourrait appeler un cahier des charges en cas de nouvelle crise, aider le forum et ses membres à avoir des avis scientifiques en cas de crise sanitaire, aider les membres à comprendre d'où viennent ces crises, aider aussi, pourquoi pas, les gouvernements des pays du Sud à prendre des décisions grâce aux expertises conjuguées des diasporas. Ce groupe ne serait bien entendu pas une structure qui fasse la même chose que les ONG impliquées dans les résolutions des grosses crises sanitaires. Alors nous aurons du mal, on est d'accord, nous aurons du mal à être tout de suite aussi compétents que ces ONG largement spécialisées pour porter des aides de temps en temps de crise sanitaire très forte. Nous aurons un peu de mal à faire aussi bien qu'eux. Mais ce groupe porterait le regard de ceux qui sont dans les deux espaces, qui connaissent le mieux la sociologie, la vie de ceux qui sont ici et là-bas. Bientôt, là, ici en France, les vaccinations vont commencer. Vacciné ou pas, qu'en pense le forum? Doit-on vacciner dans nos pays d'origine, même si on sait que, vu le niveau de la pandémie dans nos pays d'origine, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de vacciner. Mais il faut qu'il y ait, par exemple, des membres de la diaspora qui puissent se saisir de ce problème et puissent proposer des réponses à nos gouvernements d'origine. C'est vrai. Vu le prix des vaccins, on sait que les vaccins ils seront gratuits ici. Dans nos pays d'origine, on peut aussi penser peut-être que ceux-ci auraient du mal à se les procurer, sauf si on ne leur donne gratuitement. Dans tous les cas, nous devrions nous doter d'un outil qui non seulement nous permettrait de réagir très vite ici,
Monsieur le Président, mais nous permettra aussi d'être présents dans ce domaine que le Forum néglige, le retour des compétences, ce qui pourrait être le prélude à la mise en place d'autres outils dans d'autres secteurs, bien entendu. Je vous remercie. Merci Jean-Charles de ce moment d'émotion. Beaucoup d'interventions justement pour saluer votre intervention. Merci Jean-Charles, toujours pragmatique, infatigable combattant du Forum, des migrants de la diaspora pour cet émouvant témoignage. Une autre intervention aussi, intervention poignante de M. Aouma Degbe. Merci pour ces mots lourds, vrais et chargés d'émotion. Merci aussi, Président Jean-Charles, pour ce témoignage puissant et vos propositions d'action. La diaspora ne doit plus avoir de quoi que ce soit. Affirmons-nous. Voilà, donc le message aussi de Jean-Charles avec toutes les propositions qu'il a faites. Merci Jean-Charles. On reviendra à vous s'il y a des questions, et des questions nombreuses. Il y en a, Stéphanie. Oui, tout à fait. Il y a des questions nombreuses. Vous me prenez de court, Aboubacar, je pensais que vous alliez les poser, mais c'est très simple. On va revenir un peu plus. On parlait de la précarité tout à l'heure des travailleurs. Alors, ce n'est pas une question, je crois, c'est plutôt Hélène Garnine-Guingamp qui voulait revenir sur cette question de la régularisation, peut-être, du statut des travailleurs. Merci. En fait, je voulais juste appuyer, et comme on dit en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Abdoulaye Ba a marché sur ma langue, parce que je voulais dire que le problème de la précarité des étudiants et des personnes qui n'ont pas de papier, je ne vais pas dire des sans-papiers, puisque sinon Mackenzie va me tirer les oreilles, mais je voulais dire que c'était malheureusement pas un nouveau problème, parce que moi qui ai l'âge que j'ai, et j'ai de très 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 grands enfants, déjà quand j'étais étudiante, j'avais exactement le même problème, et c'était toujours faire bouger une administration, c'est très compliqué. Et donc, je me souviens à mon époque, on avait des cartes de séjour d'1 an et on les avait. Moi, j'avais toujours ma carte de séjour peut-être 2 mois avant son expiration. Je la recevais quasiment au moment où je devais déjà la renouveler. Et sinon, je vivais de récépissé de 3 mois en récépissé de 3 mois. Et ça a duré pendant toutes mes études. Donc, c'est vraiment un problème. Et je pense que, encore une fois, je suis complètement d'accord avec Monsieur Ba, c'est-à-dire que la seule façon, c'est effectivement la sensibilisation, c'est le lobbying, c'est de l'intervention le discours, le fait que les associations portent certains discours auprès notamment des politiques, et puis voilà, pousser certaines actions auprès des députés, c'est comme ça qu'une démocratie fonctionne, et c'est la seule façon de bouger des lois et des règlements. Voilà, merci. Merci à vous, Hélène. Et donc, il y avait une question aussi de Tierno Camara, ancien président du Forum. Il pose cette question, il dit: les actions de la diaspora en direction des pays d'origine, j'imagine, ne sont-elles pas anesthésiées, voire inhibées par l'instabilité politique, sociale dans les pays d'intervention d'origine, le populisme aussi dans les pays de résidence? Je pense qu'il y a une petite référence aussi peut-être à la situation en Guinée qui vient de vivre une séquence politique difficile. Abdoulaye Ba, mais si quelqu'un veut réagir derrière, vous pourrez aussi. Abdoulaye Ba, est-ce que l'instabilité politique, est-ce que les tensions politiques compliquent l'action de la diaspora envers les pays d'origine? Oui, merci pour cette question. Enfin, je m'attendais d'ailleurs à cette question parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrais dire que oui, parce que aujourd'hui, on est dans l'incapacité de se projeter. Je dis simplement que nos politiques ne nous aident pas. Nos politiques de tous bords, je ne dis pas d'un côté comme de l'autre,
Pour moi, il faut qu'on dépasse nos clivages, il faut qu'on dépasse nos oppositions quand il s'agit de parler d'intérêts communs. Aujourd'hui, il faut que on laisse cette nouvelle génération reprendre la place. Cette nouvelle génération, on a besoin de changement, on a besoin d'évolution, on a besoin de voir le bout après plus de 50 ans, 60 ans d'indépendance dans nos pays d'origine. Ce n'est pas parce qu'on vit ici, qu'on a nos travail ici, qu'on a nos familles ici, qu'on est stabilisé ici et qu'on a l'électricité, on a l'eau, on est libre de circuler, de dire, de parler, de penser, de faire ce qu'on veut, qu'on est libre. En fait, on n'est pas libre en tant que diaspora. Pourquoi on n'est pas libre? Parce que nos proches sont exécutés, sont maltraités, sont soumis à une enfin, on les presse, on les prime de liberté. On les prive de liberté. Et donc, dès qu'on prive ton proche, ta maman, ton papa, ton frère, ton cousin de liberté, c'est à toi qu'on prive de liberté. Mais quelqu'un qui vit ici, qui a ses parents ici, qui est né ici, qui ne connaît pas cette problématique, ne peut pas comprendre. Et donc, je pense que nous, diaspora, nous, jeunesse, nous qui avons cette capacité à faire plier les choses, on a le devoir de se bouger. Donc oui, ça nous empêche d'aider les plus précaires. Oui, ça nous empêche de toucher les personnes qui sont les plus vulnérables. Mais quand on est au-dessus de tout, on pense que la vie se limite à notre niveau. Mais il faut que nos politiques comprennent que les choses ne se limitent pas à leurs petites poches ou à leurs petits gains ou à leurs petits avantages. Donc moi, si j'ai quelque chose à faire passer aujourd'hui, c'est que la diaspora, on est frustré, on est vraiment anéanti. Donc je tenais à faire passer ce message pour dire merci Kierno d'avoir posé cette question parce qu'aujourd'hui, on est à la limite du burn-out. Voilà, et s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. On a écrit une lettre au président Macron avec le président Mackenzie, moi-même et le président de CESUD, Philippe Zanchan. On a écrit une lettre au président Macron pour lui demander de faire quelque chose pour que cette jeunesse ne soit pas bridée. Et on espère que la communauté internationale va aller regarder ce qui se passe dans nos pays d'origine. Je ne parle pas que de la Guinée, je parle dans tous les pays qui sont opprimés où la liberté de mouvoir, de parler est complètement bridée. Voilà. Merci Abdoulaye Ba, merci pour tous ces propos. Une question justement qui va dans la droite ligne de ce que vous dites. Il y avait une question qui est rapidement passée sur le système de santé en Guinée. Je pense que tu as à peu près répondu à cette question-là, donc sur ce qui se passe en Guinée, toutes les difficultés, l'instabilité, etc. Et on sait bien maintenant avec la crise de la Covid, justement, les systèmes de santé en Afrique sont soumis justement donc à rude épreuve, et ça on le sait très bien. Il y a une question qui vient et qui demande, un spectateur anonyme, comme il se proclame, on sait que la mobilisation seule de la diaspora ne permettra pas de développer les pays d'origine, africains notamment. Comment la diaspora peut amener le gouvernement africain à mobiliser plus de financement pour la santé, pour l'éducation, etc., etc. Je pense que ça, c'est une question qui va peut-être ouais, peut-être à Hélène plutôt. J'allais dire Mackenzie, mais à Hélène plutôt. Ouais. Si vous pouvez répondre donc à cette question-là. La diaspora, qu'est-ce que peut faire la diaspora? Est-ce qu'on est suffisamment fort ici pour justement peser de tous nos poids donc, sur le gouvernement africain? Je vais peut-être répondre à côté de la question, mais ce que je voulais dire à donc cet auditeur anonyme, c'est que la diaspora est plus forte qu'il ne le pense. La diaspora l'aide
qu'envoie la diaspora tous les ans est plus grande que l'aide publique au développement des gouvernements. Donc financièrement, les diasporas pèsent plus en termes financiers que les gouvernements des pays du Nord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les diasporas ont énormément de poids. Ce n'est pas pour rien que dans les pays qui ont de très, très grosses diasporas, il y a des ministères. Il y a des ministères avec... bon, par exemple, le Mali, pour ne pas le nommer, avec les Maliens de l'extérieur, etc. Mais ce n'est pas les seuls, le Sénégal, etc. Parce que justement, le gouvernement, et ils sont assez souvent d'ailleurs représentés au Parlement, parce que les gouvernements africains connaissent l'importance et connaissent le poids économique des diasporas. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la question qui, je pense, est la question effectivement que nous devons tous collectivement nous poser, c'est comment utiliser ce poids, comment faire en sorte que cela puisse être utilisé à bon escient pour faire pression dans le bon sens. Et ça, je pense que là, pour le coup, moi, je ne suis peut-être pas en bonne position pour en parler, mais je suis sûre que je voyais les collègues, Monsieur Madegbe et Monsieur Ba qui hochaient la tête, mais je pense que voilà, il y a clairement un rôle pour les associations de diaspora d'interagir avec les gouvernements sur ces questions-là parce qu'ils ont du poids. Merci beaucoup, Hélène. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Moi, j'aurais voulu peut-être vous faire réagir, chers participants, à la proposition justement de Jean-Charles Aoumadegbe. Jean-Charles, vous allez me reprendre si je me trompe, mais moi, si j'ai bien compris, c'est que ce que vous disiez, c'est qu'il faut, au-delà des associations finalement qui sont parfois regroupées par nationalité, de solidarité, vous appelez, vous, à des associations de compétences pour apporter voilà, un support, un soutien, pour apporter un mécanisme de réponse aux crises. Je voulais savoir ce qu'en pensait un peu l'Assemblée, Mackenzie Tout-Puissant, ou peut-être la CAN aussi, qu'on n'a pas entendu. Est-ce qu'on peut aussi se regrouper? Est-ce que dans votre coordination d'association à Nancy, vous avez des regroupements par métier, par compétence? Merci pour la question. Non, malheureusement, on n'a pas ce genre de regroupement. Ce que nous avons réussi à faire à Nancy, c'est plutôt de créer une espèce de club de personnes ressources. C'est-à-dire que c'est ça qui nous a permis, par exemple, de trouver du travail à certains étudiants. Dans le réseau STAN, c'est-à-dire le réseau du transport de la région, géré par la métropole du Grand Nancy, nous avons réussi à mettre des étudiants en place parce que au niveau de la métropole du Grand Nancy, on a eu la chance, d'ailleurs, jusqu'à tout récemment, d'avoir le directeur de cabinet qui était un Camerounais. Donc, ça nous a permis de rentrer dans ce système-là et de pouvoir placer un certain nombre d'étudiants à la piscine, au Crous, puisque nous avons des gens qui travaillent au Crous. Donc, on a réussi à mettre en place un petit réseau. On fait des barbecues en été ensemble, histoire de resserrer les liens. Et quand il y a un souci, on sait vers qui orienter ce jeune et suivant le problème qu'il a. Voilà ce qu'on a réussi, nous, à faire sur Nancy, et non pas par corporation. On n'y est pas encore arrivé. Et je crois que c'est l'idée de M. Aoumadegbe est une très, très bonne idée à creuser. Élargir le réseau. Mackenzie Tout-Puissant, vous vouliez réagir, je crois. Oui, merci Stéphanie. Effectivement, je voulais avoir deux réactions. Le premier, c'est sur la question des diasporas, et ensuite je reviendrai sur la proposition de Jean-Charles. Sur la question des diasporas et des initiatives, en tout cas, que ce soit dans les pays d'accueil, pays de vie, ou dans nos pays d'origine, je dirais la problématique ou les problèmes ou la diversité d'opinions, d'actions que nous avons dans nos pays
d'origine, on les retrouve également au sein de nos diasporas. Ce qui fait que parfois, ce n'est pas le manque de volonté qui est là, mais c'est parce que ce qui se passe au pays, nous le retrouvons sur notre terre d'accueil, dans nos communautés respectives. Donc, et ça, c'est une vraie problématique, mais qu'il faudra qu'on dépasse, parce que, effectivement, comme le disait tout à l'heure Madame Garnim, c'est que l'aide au développement, on va dire, de la France, est comparée à l'apport, je dirais, des diasporas. Alors, il y a ce qu'on peut chiffrer à travers les mécanismes, je dirais, légaux, les transferts légaux de transfert d'argent à travers les différentes plateformes, mais nous savons que cette aide que nous apportons dans nos pays, à nos familles, est beaucoup plus importante parce que nous profitons des voyages, des amis ou des déplacements de la famille, etc., pour envoyer l'argent. Et on n'a pas de chiffres, mais moi j'ai souvent tendance à dire que entre le montant officiel qui passe par les organismes de transfert financier et ce qu'on peut envoyer à côté, moi je le mettrais de l'ordre à 2 à 3 fois plus important que les chiffres que nous avons à travers les agences de transfert d'argent. Donc oui, il y a une nécessité, mais cette nécessité-là, elle ne peut être qu'active si nous, au sein de nos communautés, au sein de nos communautés, nous arrivons à nous mettre d'accord, quitte je dirais, à créer et également des plateformes pour regrouper l'investissement, parce que souvent cet investissement-là, il part on le sait, dans les besoins de première nécessité. La nourriture, certes, mais il y a aussi la question d'éducation, la question de la santé, qui sont des éléments. Mais voilà, je dirais, ça disparaît, c'est dilué, parce que chacun, et c'est important parce que c'est un soutien à la famille, mais chacun envoie de son côté. Il faudrait qu'à un moment, qu'au sein de chaque structure, chaque communauté, on arrive à créer une structure qui peut faire de l'investissement important. Et c'est ce que nous essayons aussi de voir au niveau du Forim. On a les micro-projets, mais nous souhaitons avoir les méso-projets, des projets beaucoup plus importants qui auront un impact encore plus visible parce que les investissements sont importants et il va falloir mobiliser aussi bien la ressource financière, mais aussi des compétences. Et pour revenir sur la question des compétences, sur la proposition de Jean-Charles, effectivement, je pense que c'est une commission ou un groupe de travail, peu importe, mais qui pourra aboutir à une structure par métier, par métier, par secteur. Je pense que ça peut être, et ce sera un apport très important pour le Forim. Parce qu'on l'a vu au niveau pendant la période du premier confinement, j'ai été sollicité en tant que président du Forim par un certain nombre de membres de l'extérieur à essayer de comprendre ce qu'on peut faire. C'est une situation nouvelle pour tout le monde. Là, on a un peu de recul parce qu'on a eu des informations par rapport à ce virus, mais au départ, on entendait de tout. Et même nous, de façon très anxiogène également, nous avons véhiculé des messages qui n'étaient pas bons. On a transféré, on a fait des choses parce qu'on était pris dans cette boulimie d'aller chercher de l'information partout sans la vérifier. Et si à travers ce groupe, cette structure de personnel de la santé, des soignants, qui pourront nous apporter des éléments de compréhension de la situation, mais aussi voir comment les choses peuvent s'organiser dans nos pays d'origine, tout ça, c'est le bienvenu. Ce sera le bienvenu, d'autant plus que nous rentrons en 2021 au niveau du Forim à une réflexion sur notre projet associatif. Ça veut dire qu'on a fait des choses. Le Forim va avoir 20 ans en 2022. Nous sommes sur la 18e, fin de nos 18 ans. Et du coup, on a besoin aussi de réfléchir à nouveau, de nous repositionner ou d'aller vers des secteurs d'activités, d'actions différentes, parce que le monde évolue. Il y a cette situation-là qu'il va falloir de toute façon, comme le rappelait Jean-Charles, qu'on prenne ça en compte. Il va falloir qu'on s'organise de cette manière-là. Et ça fera partie, je pense, et j'adhère complètement à la proposition de Jean-Charles, et on va veiller à ce qu'on puisse aboutir à un premier groupe de réflexion. Je demanderai à notre professeur, notre docteur, professeur Jean-Charles, de prendre le lead, le bâton de pèlerin
pour cette proposition, qu'on puisse dire, eh ben oui, on va faire ça, et puis ça peut être aussi, et ce sera un engagement, un des engagements de la Journée internationale des migrants 2020, un engagement pour qu'on ait un groupe de travail qui aboutira, si nécessaire, par une association de personnes dans le secteur de la santé ou de la médecine. Et je suis très favorable, et je suis content de la proposition que nous fait Jean-Charles. On avait un petit peu discuté auparavant, mais merci Jean-Charles pour cette proposition et nous allons y travailler. Ok, merci au président Mackendy Tout-Puissant. Il nous reste peut-être moins de 5 minutes, pratiquement 3 ou 4 minutes, hein, sans plus. Je ne pense pas qu'on puisse poser une question. Jean-Charles, en peu de mots, mais vraiment en 1 minute. Hein. 1 minute chrono, si vous pouvez nous dire de tout ce que vous avez entendu, donc quels sont vos sentiments maintenant à l'heure actuelle? Donc vous allez prendre le bâton de pèlerin, comme le dit le président Mackendy. Comme il a si bien dit le président Mackendy, Mackendy Tout-Puissant, j'en ai un peu discuté avec lui avant, au niveau de la commission de structuration. Si on avait commencé à parler de cela, on va voir. Comme il a dit, on va vers la définition d'un nouveau projet associatif. Et moi, je suis prêt à donner un coup de main pour aider sur certaines choses, notamment sur les choses dans lesquelles j'ai, comment dirais-je, un tout petit peu de compétences. Pourquoi pas, Bakar? Merci Jean-Charles. Quelques messages, si vous permettez, Aboubacar, sur ce sujet justement d'association de compétences. Il y a un participant qui écrit « Les associations de compétences existent, mais timidement. Il faut multiplier sans modération véritablement pour impacter spécifiquement. » C'est M. Kilema Omari qui nous envoie ce message. Et puis un autre message, je ne trouve pas le nom, mais c'est l'idée de mutualisation des compétences est importante. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal de notre association, écrit cette personne, c'est l'association, c'est avec un S. Et l'objectif, c'est donc regrouper un ensemble de diversitaires et de praticiens pour proposer un bénévolat de compétences aux pays africains. On le voit, la diaspora foisonne d'idées, d'initiatives, de générosité pour améliorer, apporter un soutien aux uns et aux autres et apporter des réponses, surtout aux difficultés que tous peuvent rencontrer. Aboubacar Lalo, on arrive aux conclusions. Oui, ben, on va fermer. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Sinon, vous avez donc la plateforme Carto Débat pour continuer encore à poser des questions, à échanger avec les uns et les autres. Et voilà, donc vous trouverez donc le lien justement donc, soit sur le site du forum, c'est cartodébat.fr/forum. Donc voilà, Stéphanie. Oui, non, mais je voulais dire juste pour conclure, parce qu'on a entendu énormément de témoignages et je pense qu'on a brossé un peu aussi toute la sociologie des migrants dans cette crise sanitaire. On a compris que les migrants, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est le nom de la journée internationale, donc on va le dire. Les migrants étaient en première ligne de par les métiers qu'ils occupent. Jean-Charles a accentué sur le personnel soignant, on évoquait aussi la propreté dans les magasins, mais aussi les migrants étaient en première ligne parce que c'est aussi par la précarité qui les a beaucoup touchés dans cette crise. Et paradoxalement, malgré qu'ils soient en première ligne, vous avez beaucoup insisté les uns les autres sur le problème que ce sont aussi les personnes les plus invisibles. Ce ne sont pas forcément les premières personnes avec lesquelles les États pensent, peut-être l'État français, mais avec les témoignages des associations, notamment de la CAN, mais aussi d'Abdoulaïba, de la CGF, on se rend compte comment finalement c'est ces associations, ces gens de terrain qui ont montré la voie de la solidarité et de la générosité. Et mesdames, messieurs, vous êtes, comme on dit aujourd'hui, des personnes inspirantes. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites et merci pour tout ce que vous avez fait. Et pour finir, je vais quand même donc remercier tous les intervenants, si tu veux bien, Aboubacar. Merci notamment à Madame Hélène Garmin-Ganga, directrice du département Transition politique et citoyenne à l'Agence française de développement. Merci à vous. Merci aussi à Madame Isabelle Mambon, excusez-moi, j'ai écorché votre nom tout à l'heure, secrétaire générale
de la coordination d'acteurs et d'associations africaines de Nancy. Merci à Abdoulaye Ba, président de la coordination des associations guinéennes de France. Merci aussi à vous, Jean-Charles Aouma Degbe, président du Conseil des Béninois de France. Et merci à vous, Monsieur le Président. Makendi Tout-Puissant, président du Forum. J'informe aussi que les participants qui peuvent, voilà, donc Aboubacar cité carte au débat pour suivre les autres actions. Et toute cette journée, il y aura d'autres conférences virtuelles, des ateliers, si j'ai bien compris, et il y a même un espace cinéma. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour cette organisation. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci. Et puis, aux nombreuses personnes connectées, hein, je crois qu'on a atteint un pic de 160 à un moment, donc de tout horizon, tout pays. Donc, voilà, c'est une première pour nous. On va voir jusqu'à la fin comment ça va se tenir, mais ça a l'air de bien se passer en tout cas. Et on va encourager les autres personnes à pouvoir participer, parce qu'il y a 3 panels dans l'après-midi, donc sur des sujets différents. Donc, merci Stéphanie, merci à Aboubacar.